Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. Terminé. Question, le leader de l'opposition. Ma question, étant donné que le Premier ministre est absent, s'adresse au président du leader en Chambre. Je me demande s'il pourrait se resituer en contexte concernant justement le projet de loi 105. Le leader en Chambre ne serait-il pas d'accord avec moi que le Premier ministre pourrait résoudre tous ces problèmes d'ordre de procédure s'il tenait compte des amendements présentés par les députés de l'opposition? Pourquoi ne le feriez-vous pas? Cela arrangerait les choses. Je crois que les honorables députés savent que la politique concernant le projet de loi 105 et un autre bill que le procureur général a indiqué serait déposé avant d'ici peu. Et donc, le projet 105 qui tient compte de l'équité salariale seulement pour ce qui est des fonctionnaires est en ce moment en train de se faire discuter au sein d'un comité et nous en traitons. Et le leader de l'opposition devrait savoir que les deux partis de l'opposition ont fait présenter des modifications qui changent beaucoup le projet de loi 105. Et comme vous savez, la décision du président a été contestée. Et lorsque le projet de loi reviendra ici, au cours de quelques jours ou quelques semaines, comme il se doit, on pourra en discuter. Mais notre politique est bien connue, c'est que nous avons certaines responsabilités à traiter et l'opposition a le droit de traiter de cette question comme elle veut. Mais je pense que de contester la décision du président pour une question qui manifestement était invoquer le règlement en quelque sorte, peut avoir beaucoup de conséquences et ne reflète donc pas l'avis du gouvernement, mais plutôt ceux de l'opposition. C'est une chose où le gouvernement ne peut pas éviter sa responsabilité. S'ils ne sont pas prêts à appuyer les modifications, il n'y aurait pas ce problème de procédure, même si c'est le cas comme il le décrit, et que par conséquent, l'interprétation du gouvernement pour ce qui est de cette question de procédure pourrait être interprétée de façon plus large. Ma question, donc, que je vous pose est simple. En tant que trésorier et en tant que président de ce conseil, ne seriez-il pas d'accord, le trésorier, à dire que le projet de loi 105 pourrait s'appliquer dans le secteur public sans loi, mais qu'on pourrait le faire par la façon dont on procède d'habitude pour les modifications de loi. Vous n'avez pas besoin du projet de loi 105 pour accomplir ce que vous voulez accomplir, et vous et le procureur général pouvez le faire de façon interne. Par conséquent, si vraiment la procédure vous intéresse, pourquoi ne pas mettre en œuvre le projet de loi 105 quand vous pouvez le faire, comme vous avez le droit de le faire, et de le faire donc, plutôt que d'avoir ce projet de loi 105. L'honorable député, Monsieur le Président, doit certes savoir que dans la campagne électorale, il y a quelques mois, était une question très importante. Et le Parti libéral et les partis néo-démocrates appuyaient de façon assez similaire, pas identique mais similaire, cette question. Et nous voulions proposer cette
nouvelle loi, au projet de loi. Certes, il serait difficile peut-être d'augmenter, ou on pourrait certes augmenter les salaires comme l'honorable député l'a proposé, mais c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'un projet de loi et cela concerne par conséquent tous les contribuables et nous pensons que c'est la façon démocratique de procéder, c'est une façon innovatrice et nous pensons que c'est une façon nouvelle et même libérale. Supplémentaire, la dernière. Le trésorier m'excusera de proposer que les quelques 29 000 personnes, en fait, seraient touchées par cette nouvelle loi et que ces 29 000 femmes veulent seulement s'assurer qu'elles vont recevoir l'équité salariale et ne se préoccupent pas tellement de la procédure de l'Assemblée législative. Ça leur est égal à savoir quel acheminement aura reçu leur projet de loi. Tout ce qui les intéresse, c'est l'augmentation salariale. Par conséquent, la question très simple que je pose au trésorier est la suivante. Si, étant donné les excès d'humeur dont fait preuve son chef, il décide donc de retirer ou de torpiller le projet de loi 105, le trésorier, donc, est-il si dévoué à la cause de l'équité salariale dans le secteur public qu'il est prêt à indiquer à la Chambre aujourd'hui qu'il est prêt à mettre en œuvre l'égalité salariale, soit par l'entremise de lois ou bien par l'entremise de certaines règles avant Noël? Soit vous allez tout simplement oublier toute cette question et vous cacher. Je sais que l'honorable leader de l'opposition attache beaucoup d'importance à cette question d'équité salariale. Mais simplement pour indiquer à son prédécesseur, pour qu'on puisse trouver dans ce discours du trône mort-né, que on peut peut-être mettre en doute sa sincérité à l'égard de cette question, mais notre intérêt est sincère. On peut trouver cette question dans le projet de loi 105 et nous suggérons aux leaders de l'opposition et à toute personne qui vient nous écouter que qu'ils décident de refuter ce projet de loi qui est en fait reflète la politique du gouvernement. Alors, par conséquent, c'est vraiment une décision fort regrettable qui aurait été prise par l'opposition et non par le gouvernement. Nous voulons mettre en œuvre cette question d'équité salariale dans le public et ensuite, nous voulons avoir des règlements pour le mettre en œuvre également dans le secteur privé. Tel est notre désir. Nouvelle question. L'équité salariale, c'est tout comme la bière et le vin. Vous en parlez beaucoup, mais vous n'avez pas un intérêt sincère. Et on parlera du dévouement de votre leader au cours de la campagne électorale. Le leader de l'opposition a-t-il une nouvelle question? Oui, elle s'adresse à quel ministre? Ma question s'adresse donc au ministre des collèges et universités, parce que il a dit, ce fut fort embarrassant, qu'il était absolument ravi. J'utilise ces mots, absolument ravi. Alors, par conséquent, on voit qu'il ne s'apprend pas grand-chose pour la ravir, étant donné qu'aujourd'hui, on aurait déclaré que en plus de l'inflation, si l'on tient compte de l'inflation, cela constituera une augmentation de 2 millions de dollars indexée par rapport à l'inflation. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, selon lui, une augmentation de 148 millions de dollars suffit aux universités de l'Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, parlant de certains moments embarrassants,
Moi, je voudrais indiquer que le leader de l'opposition à l'Université de Toronto s'est lui trouvé dans une situation fort embarrassante lorsqu'il a dû reconnaître à tous ceux qui étaient là que certes, pendant 10 ans de règne conservateur dans cette province, nos universités se trouvent dans un état désastreux du point de vue financier. Et il y a un an, Monsieur le Président, j'ai déclaré qu'il y aurait une augmentation de 50 millions de dollars de bourse d'excellence. Et c'était la première étape, c'est ce que j'ai dit. Et maintenant, nous passons à la deuxième étape de cette entreprise d'envergure. Et en guise de réponse brève à mon collègue d'en face, certes, c'est évident, bien sûr. Le ministre pourrait-il être bref? Il n'a pas répondu à la question que je n'ai pas posée, mais il a simplement... J'aimerais que simplement il indique qu'il reste certes d'avoir plus de besoins, que ce soit pour les hôpitaux, les universités, collèges, ou besoins en matière de santé ou municipalité. On comprend cette question. Certes, ce serait bien d'avoir plus de fonds pour tout ceci, mais ma question est simple et c'est la suivante. Votre gouvernement a augmenté ses dépenses de 9,6 %. Il a augmenté donc ses revenus de 9,6 %. Le gouvernement a 2,6 milliards de dollars en plus de revenus. On vous a accordé pour 15 universités qui touchent donc 148 millions de dollars. Autrement dit, 2 millions par université. Est-ce que vous dites donc que ces 148 millions de dollars suffisent à ce système universitaire? Nous pensons que ça ne suffit pas. Alors voici la question classique du leader de l'opposition qui réclame qu'il y a une question à double volet. Il n'a jamais était question de telles mesures lorsqu'il était, lui, ministre de l'Université des Collèges. Et 2 millions de dollars par université aura un impact d'envergure. Et ce genre de fonds peut être comparé à ces quelques 170 millions de dollars dont il dispose en tant que chef de l'opposition. Mais poser la question aux étudiants, au personnel, aux professeurs, aux doyens, à savoir si ce n'est pas là une initiative vraiment importante et que cela aide beaucoup nos universités, je crois que la réponse est oui. Dernière supplémentaire. Le ministre, j'aimerais indiquer qu'en fait, cela ne sortirait pas du tout du désarroi. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit de 1,4 milliard de dollars qui seront injectés dans ce réseau et votre trésorier a simplement pu vous trouver 2 millions de dollars par université. Par rapport à ce 1,4 milliard de dollars, en toute honnêteté, monsieur le député, je trouve que 2 millions de dollars par université par rapport aux 1,4 milliard de dollars ne peuvent absolument pas leur offrir un avenir auquel ils rêvaient. Et j'aimerais vous indiquer que le taux d'inflation sera de 4,1 % l'année prochaine. Et on vous a donné une augmentation de 7,3 % par rapport à cette inflation. Alors, combien est-ce que cela donne lorsqu'on déduit les 24,8 millions de dollars qui ont été compris dans le budget et le 17,6 millions de dollars également compris? Pourriez-vous nous offrir les chiffres nets pour ces chiffres de transfert lorsque vous déduisez certains aspects du budget? Monsieur le Président, je n'ai jamais vu une utilisation si mauvaise des statistiques. Le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition sait fort bien que les allocations du BUILD
ne tient pas compte du même domaine de ce qu'on parle aujourd'hui, et vous le savez fort bien. À l'ordre. Ensuite, il prend une allocation globale de 1,4 milliard de dollars. Et ensuite, par rapport à tous les instituts, il compare ensuite quelle sera l'allocation de chaque université de façon individuelle. Et c'est fort clair ici ce qui se passe, Monsieur le Président. J'ai indiqué aujourd'hui qu'il y aura une augmentation de 148,7 millions de dollars qui seront affectés aux universités. Et ça, c'est les meilleures nouvelles, ou la meilleure nouvelle qu'ils ont entendue depuis fort longtemps. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Le député de Windsor-Riverside. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et cela tient compte de ses premières propositions concernant les lois des maisons des soins infirmiers. Le ministre n'a pas eu le culot ou le cran de divulguer au public ce projet de loi, cette première version de projet de loi. Il s'agit donc d'une réforme de ces foyers et on ne parle même pas d'augmentation du personnel dans ces maisons de soins infirmiers. Est-ce qu'il peut le confirmer? Oui, les modifications à ce projet de loi font l'objet de beaucoup de travail de ma part. Et on examine entre autres les règlements. Il semblerait que des règlements soient nécessaires, surtout pour ce qui est des propriétaires de ces maisons. Et l'on tient compte également d'autres facteurs qui sont nécessaires afin d'améliorer les soins offerts. Monsieur le Président, d'après mon mandat, il y a d'autres secteurs qui nécessiterait une certaine amélioration, mais on n'en parle pas de façon précise. C'est le cas, par exemple, du personnel. Je ne sais pas comment le ministre peut parler d'améliorer la qualité de la vie dans ces foyers s'il ne tient pas compte du personnel, parce que c'est là un point très important dans ces maisons. J'aimerais également indiquer qu'il n'y a pas de projet de loi pour les droits de la personne dans ce projet de loi. Et il y a également d'autres aspects qui manquent là-dedans. Maintenant, pour ce qui est de ces premières propositions, il y a eu certes beaucoup de discussions quant à ce qu'on devrait inclure ou pas dans ce projet de loi. Et vendredi après-midi, on a parlé avec divers promoteurs qui voulaient donc apporter des changements. Et on en a tenu compte. Il y avait entre autres des représentants de groupes de consommateurs, également de foyers. Et également, on a discuté certains aspects des droits de la personne et d'autres possibilités, mais on ne retrouve pas ces discussions là-dedans. Dernière supplémentaire, j'aimerais demander au ministre s'il peut également confirmer que dans ces modifications qu'il a proposées, pour ce qui est de la responsabilité fiscale, tout ce qu'on trouve, c'est que les propriétaires devront fournir un état financier concernant certaines pertes financières. Et cela est très vague. Enfin, quand est-ce que vous allez présenter ou déposer ces modifications pour que nous puissions avoir des modifications aux modifications que vous avez proposées, qui en fait ne sont que très mauvais? Eh bien, Monsieur le Président, je crois que l'honorable député sait qu'il ne s'agit pas ici de détritus, en quelque sorte. On a vraiment beaucoup à faire ici. Ce n'est pas lui qui a eu affaire avec ceci. On lui a indiqué qu'il y avait certes beaucoup de problèmes pour ce qui est des propriétaires et on a pu tenir compte de ces problèmes concernant les propriétaires dans ce projet de loi. Ça nous permet d'avancer et j'aimerais également indiquer à l'honorable député que les renseignements pour ce qui est de la divulgation de caractère financier va certes nous venir en aide. Il y a beaucoup de moyens qui, nous espérons, permettront d'améliorer la qualité de vie, entre autres également les aspects financiers. Et il y a diverses façons d'aider et de venir en aide. Et je peux indiquer, Monsieur le ministre, à la population de cette province, que la façon dont nous allons obtenir des fonds supplémentaires
par notre système avec lequel nous avons affaire avec les maisons de soins infirmiers nous permettra d'améliorer la qualité. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales à propos de la conférence qui a eu lieu cette fin de semaine. Je lui remercie pour le déjeuner. J'espère simplement qu'il pourrait nourrir toute la province de la même manière qu'il nous a nourris. Dimanche dernier, plusieurs délégués ont suggéré qu'ils voulaient savoir quels sont les plans spécifiques pour éliminer la faim et sur le besoin des banques alimentaires au cours des prochains mois. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le député est au courant du fait, il le connaît très bien, et en fait, il était en faveur d'une révision complète du plan d'assistance sociale en Ontario. Et nous savons, nous pensons qu'un rapport sera publié au printemps. De plus, le député doit savoir que nous avons accordé des augmentations importantes dans la structure des salaires en janvier. Et en septembre, cette année, nous avons accordé davantage de fonds pour les abris. Et je vais annoncer prochainement quelles sont les augmentations pour les prochaines années. Je voudrais aussi rappeler aux députés que le révérend Drainville, le président de la conférence, avait indiqué comme première étape, le gouvernement provincial et d'autres gouvernements devront faire quelque chose et c'est ce que nous allons faire. Question supplémentaire. Vous savez qu'il y a nombreuses personnes qui fréquentent ces banques alimentaires sont des enfants, et souvent des enfants qui deviennent dépendants de l'État ou des parents qui peuvent recevoir 629 $ de plus par 690 $ de plus par enfant, un peu plus que cette mère aura pour elle-même, pour ses enfants. Cela comprend le logement et l'abri. Chaque enfant aura besoin de 570 $, alors qu'en fait, la mère qui reçoit de l'assistance sociale a besoin de 100 $. Il faut peut-être reconnaître les frais véritables. Et qu'entendez-vous faire pour remédier à la situation? Monsieur le Président, le député va reconnaître et va se rappeler que de l'augmentation de 1986, il y a eu 3 ou 4 augmentations qui intéressaient particulièrement les enfants. Nous allons continuer cela pour les prochaines augmentations. L'assistance aux parents adoptifs est un programme très différent du programme général d'assistance. Je ne pense pas que ce soit approprié de les mettre sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de doute que des parents avec des enfants ont besoin davantage d'assistance. Dernière question supplémentaire. C'est assez ironique, Monsieur le Président, que peut-être qu'on devrait considérer tous ces parents de familles monoparentales comme des parents nourriciers. Le gouvernement avait, le député de Brampton plutôt, voulait qu'on tienne compte de sa solution pour représenter les banques alimentaires. Il parlait des magasins en détail de type coopérative. Est-ce que le gouvernement entend adopter cette suggestion? Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'occasion de discuter la suggestion du député de Brampton, mais je voudrais souligner qu'il y a des coopératives pour les parents à faible revenu et il y en a une à Cambridge. Ce n'est pas la solution, mais si un groupe de parents à faible revenu
veulent commencer, mettre sur pied un programme pour eux-mêmes, ce n'est pas toujours la solution, mais nous accordons notre soutien. Le député de Mississauga-Est, ma question s'adresse au ministre des Transports et des Communications. Dans les audiences du Comité du compte public la semaine dernière, on a dit qu'on avait payé 3,5 millions de dollars étaient payés aux employés remerciés par Lavalin qui avaient acheté la SDTU. Il paraît que si Lavalin a décidé de remercier ses employés, c'est à Lavalin de payer ce montant, pas les contribuables de la province. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi c'est les contribuables, par l'intermédiaire du gouvernement, qui ont payé ce montant? Je crois que le député de Mississauga-Est sait très bien que la fin de toute activité est financée par les revenus des comptes recevables. Question supplémentaire. Le ministre n'a pas répondu à la partie principale de ma question. Depuis la conclusion de ce marché, nous avons entendu parler de plusieurs paiements globaux. Et il y a eu des montants considérables que le gouvernement a payé à Lavalin pour se débarrasser de cette société. Est-ce que le ministre veut admettre que cette politique de vente-liquidation a été très coûteuse? Est-ce que le ministre a dit que cela a coûté 10 millions de dollars et ensuite vous avez payé 3,5 millions pour les employés licenciés? Nous avons parlé de cette question de SDTU en plusieurs occasions. Les députés de l'opposition ne semblent pas comprendre qu'il y a des revenus qu'on reçoit de ces contrats et tous ces paiements globaux et d'autres paiements effectués de ces revenus sont versés à l'ancien SDTU. Le député de Lakeshore, j'aimerais poser une question sur l'environnement de la rivière Niagara. Le ministre est au courant que le dépotoir constitue un danger très grave pour les habitants de la province. Cela fait 16 mois qu'il est ministre et il n'a pas eu plus de succès que ses prédécesseurs pour demander aux Américains de nettoyer ce dépotoir. Peut-il expliquer pourquoi est-ce qu'il tient à continuer avec ces négociations à 4 parties et est-ce qu'il entend prendre des mesures contre les compagnies chimiques? Je crois que la question, Monsieur le Président, est en deux parties. D'abord, il s'agit de Hyde Park. Comme le député doit savoir, il y a eu en plusieurs occasions, à la fois des deux côtés de la frontière, il y a eu des négociations avec M. Henry Williams de l'État de New York. J'avais indiqué en public et en privé qu'en Ontario, nous pensons que le dépotoir des produits toxiques de Hyde Park devrait être débarrassé et nous avons fourni environ 25 000 $ à cette fin et aussi pour payer la firme qui avait fait le rapport. Nous pensons qu'il s'agit là que les fouilles dans ce coin devraient être une solution possible. Les Américains ne sont pas contre cette option, mais bien qu'ils n'ont pas déclaré si c'est quelque chose qui gagne leur faveur, nous avons indiqué et nous avons un certain nombre de personnes qui sont d'accord avec notre prise de position telle que nous l'avons exprimée en plusieurs occasions. En ce qui concerne les négociations en 4 parties et l'accord que nous avons eu, ce sera tout à fait irresponsable de mettre un terme à ces négociations. Et comme le député le sait, nous avons fait un progrès mineur cette semaine
qui entraînera à une solution. Il s'agit là d'une étape pour régler le problème. Je voudrais tout simplement suggérer, ce sera peut-être... ça va aider tout le monde si les députés ne posent pas de questions en 2 ou 3 parties. Question supplémentaire. Monsieur le Président, j'ai posé une question très simple. Pourquoi n'a-t-il pas pris des mesures légales? Et à ce moment, vous dites que j'ai pris. Je ne pense pas que c'est à moi de limiter la longueur de mes questions. J'accorde la parole au député qui a une question supplémentaire à poser. Nous avons déjà entendu tout ça avant, tous ces projets. Il avait aussi accordé son soutien à d'autres groupes qui devaient intervenir. Et maintenant, il y a la preuve qui viennent des sociétés écologiques. Et maintenant, on a un rapport qui dit que toute l'eau du lac Ontario sera contaminée. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il ne rencontre pas le gouverneur Cuomo, pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas au gouvernement fédéral et pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas au nom de la population de cette province pour prendre des mesures légales. Monsieur le Président, j'avais l'impression que j'étais le seul qui souffre de l'hypertension, mais après ce que vous avez dit, peut-être que je partage cette prédilection avec le critique de l'opposition. Je voudrais lui signaler que je crois que les informations vont découler de l'enquête et des négociations avec le gouvernement et Pollution Probe. Nous pensons que le rapport va nous donner des idées qui vont nous aider pour toute poursuite. Comme le député doit le savoir, les procès n'ont pas donné les résultats escomptés aux États-Unis. Ça traîne et ça traîne. Et entre-temps, le gouvernement Cuomo est impliqué dans une campagne électorale et nous le souhaitons bon succès. Mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous allons prendre toute action efficace, toute mesure pour convaincre nos amis les Américains pour prendre les mesures qu'elle a décrites. Nouvelle question. Le député d'Eglinton. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre des Revenus. Le ministre va savoir que le Conseil métropolitain a accordé son soutien conditionnel à l'évaluation selon la valeur. Dans l'étude qui a été faite pour passer à ce type d'évaluation et compte tenu des commentaires du ministre, nous voulons qu'ils assurent qu'il ne va pas rendre public certains rapports sur cette évaluation. Est-ce que le ministre peut indiquer à la Chambre quand est-ce que nous pouvons attendre à ce qu'il rende public ces rapports sur les évaluations d'après la valeur marchande? Je suis au courant de la mesure adoptée par le Conseil de Toronto et je sais qu'ils ont travaillé longtemps et ensuite ils ont accordé le soutien conditionnel à un tel rapport. Je crois que j'ai indiqué plus tôt que pour rendre public une évaluation de chaque maison, de toute propriété, que toute personne dont l'évaluation a dépassé l'évaluation prévue et risque de causer des problèmes. Et je crois que ce n'est pas dans les intérêts des contribuables de la ville de Toronto. Et cela va diminuer l'assiette fiscale des villes de Toronto métropolitain. Je peux vous dire que j'ai parlé avec le président du Conseil métropolitain depuis cette époque et s'il y a autre chose à propos des études qui ont eu lieu ou qui ont lieu actuellement,
Mais ne supposez pas tout de suite que nous refusons de rendre publiques certaines informations, parce que tel n'est pas le cas. Et les gens qui représentent les contribuables de cette région, s'ils veulent recevoir ces enseignements, je veux bien les communiquer. Cette étude peut avoir beaucoup d'effets sur un grand nombre de contribuables, comme le ministre le sait. De nombreuses personnes peuvent payer des impôts supérieurs. Est-ce que le ministre ne va pas admettre que le fait de rendre public ces renseignements avant la fin de cette étude entreprise par le Conseil de Toronto, afin que les contribuables peuvent savoir quel effet cela va avoir sur leur propriété? La plupart des représentants du Conseil métropolitain partagent mes préoccupations que l'évaluation d'après la valeur marchande de toutes les maisons vont déranger considérablement le système d'imposition. Mais tous ces renseignements sont disponibles sur la base des régions et cela va donner une idée précise des endroits où les impôts seront augmentés et où les impôts diminueront. Nouvelle question. Le député de Welland-Thorold. Je voudrais poser une question au ministre de la Consommation et du Commerce. Vous saurez bien sûr que l'Association des hôpitaux de l'Ontario ont décidé de s'assurer eux-mêmes à la suite d'une augmentation des primes de 800 % aux hôpitaux sur une période de 2 ans, alors qu'en fait, qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'indemnisation. Est-ce que le ministre peut nous dire si des mesures, des montants sont disponibles afin que ce plan que proposent les hôpitaux puisse être un succès et économiser davantage d'argent à la province? Monsieur le ministre, le député de Welland-Thorold saura que même à la suite du rapport Slater, avant ça, j'avais indiqué à mon ministère que nous allons aider les commissions scolaires, les municipalités et les hôpitaux pour établir des régimes d'assurance. Et aujourd'hui, il y a des commissions scolaires ou des associations des hôpitaux qui ont adopté ces mesures. C'est une décision qu'ils ont prise eux-mêmes et on n'a fait aucune demande à propos de l'assistance et je ne peux rien dire à ce moment. Le ministre ne peut pas nous donner aucune garantie et je voudrais poser comme question supplémentaire, compte tenu que les hôpitaux se sont débarrassés de l'emprise des assurances, des compagnies d'assurance. Qu'est-ce que le ministre peut suggérer au groupe de Phyllis Griffith de Scarborough Centre? Ils ont annulé des programmes de balai, de garderie pour les personnes âgées, etc., etc. Je veux simplement vous demander si vous ne pensez pas que les centaines de situations semblables au centre communautaire signifient que vous devez intervenir et de faire en sorte que les primes d'assurance soient à un niveau accessible et de s'assurer à ce que ces gens-là n'exploitent pas leur position. Monsieur le Président, à l'encontre de ce que le député a dit, que je refuse d'aider les hôpitaux, on ne m'a pas demandé de les aider et je ne peux pas dire que j'ai refusé. Mais le député veut savoir que par l'intermédiaire par les bons offices de mon ministère, nous avons pu établir l'Ontario Liability Insurers qui ont très bien réussi et je ne peux pas citer un seul cas où l'assurance n'était pas disponible.
J'entends toutes sortes d'histoires, mais quand on a vérifié le bien fondé, on a appris que, ah oui, l'assurance était disponible, mais nous n'avons pas voulu en acheter. Mais quand je peux toutefois vous garantir que le Ontario Liability Insurers peuvent s'assurer. Nouvelle question. Le député de Durham-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai une question pour le ministre de la bière, du vin et des institutions financières. Vous avez peut-être entendu parler d'un excellent centre de services. Il s'agit de Durham House Child and Family Center. Cette institution, comme nombreuses institutions, c'est-à-dire environ 18 000 agences un peu partout dans la province, ont des problèmes, de l'autre que la plupart des directeurs pensent qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de démissionner bientôt, à moins que le problème soit résolu. Par exemple, en ce qui concerne l'assurance responsabilité qui a augmenté considérablement, ils ont aussi 2 clauses d'exclusion qui, de l'avis du comité de direction, ne sont pas acceptables. Il s'agit de... Et la question, Monsieur le Président, une institution ne peut pas fonctionner avec de telles exclusions. Qu'est-ce que le ministre compte faire pour cette situation et pour les environ 18 000 un peu partout dans la province? Pardon, 1800 un peu partout dans la province. C'est à peu près la même situation que... Cette situation est comparable à celle dont on a parlé plus tôt. Quand il s'agit d'abus ou d'agression aux enfants, il y a toutes sortes d'exceptions. Je voudrais lui dire, comme je l'ai dit à celui qui m'a posé l'autre question, à ma connaissance, il n'y a pas une seule institution en Ontario qui ne peut pas obtenir une telle assurance. Peut-être qu'ils ne sont pas contents du prime, mais l'assurance est disponible. Et s'ils peuvent me donner d'autres renseignements, je serais heureux de pouvoir lui donner des exemples. Monsieur le Président, jusqu'à présent, la situation des assureurs de l'Ontario routier demande environ 1 million de dollars pour la participation athlétique. 2 millions est un montant minimum requis. Ça fait que les primes sont assez élevées. Qu'avez-vous l'intention de le dire? Le député vient tout simplement de nous signaler une situation. On a dit que oui, l'assurance est offerte à un certain niveau. Nous voulons davantage d'assurance, mais nous ne voulons pas payer plus. En fait, s'il n'y a aucune assurance de disponible et si l'agression sexuelle des enfants est un exemple parfait, l'assurance est disponible, mais peut-être elle n'est pas disponible au niveau qu'ils veulent ou au montant qu'ils veulent payer. C'est une décision tout à fait juste compte tenu du caractère des affaires. Le député de Bellwoods. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Environnement qui découle de l'étude de la contamination du sol. J'ai une question concernant la contamination de la terre par le plomb, étant donné les fonderies qu'il y a dans les barrages. D'après le rapport de septembre 86, on peut voir qu'en moyenne, le taux de plomb dans les régions avoisinant ces fonderies ont plus de doublé et que maintenant, on a quelques 5000 parties par 1 million. Cela a donc augmenté. Et ma question est la suivante. Au cours de la période où il y a une augmentation de 126 % du taux de plomb dans le sol, ma question est la suivante. Plusieurs fois déjà, on a indiqué aux résidents
qui habitent près de ces fonderies qu'il n'y avait pas de danger, de risque et que, en fait, il n'y avait pas vraiment de problème de contamination grave. Pourquoi le ministère n'a-t-il pas dit tout de suite que ce n'était pas vrai? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis sur papier quand ils savaient fort bien que ce n'était pas vrai? Monsieur le Président, le député en a parlé déjà la semaine dernière pour la première fois, je crois. Et à ce moment-là, certes, j'ai plutôt examiné les déclarations dans le Hansard afin de trouver, entre autres, dépister les renseignements pour que je puisse faire une enquête interne auprès du ministère. Et je sais que le député va me remettre sous peu des renseignements supplémentaires qui vont pouvoir me guider afin de m'aider à voir de façon précise quelles sont les bases de ce qu'il a indiqué par rapport aux habitants de ce quartier. Et j'ai hâte de voir ce que le député aura à m'envoyer parce que nous voulons toujours nous assurer que les renseignements sont exacts, supplémentaires. Oui, j'ai indiqué dans une lettre, et pour ce qui est de la précision, ma supplémentaire sera donc la suivante. C'est le 26 octobre 84, l'Association des résidents a indiqué qu'on devrait certes se préoccuper de cette question parce que 4 fois déjà en septembre 84, le règlement était enfreint. Et certains représentants du ministère ont même indiqué qu'il n'y avait pas lieu de se préoccuper, que les résidents ne devaient pas s'inquiéter parce que la pollution était bel et bien contrôlée, qu'il n'y avait pas de risque. Je demande donc un rapport complet quant à savoir pourquoi les organismes de régulation peuvent en fait divulguer des renseignements erronés pendant 5 ans. Et deuxièmement, j'aimerais savoir maintenant ce que votre ministère a l'intention de faire afin de protéger ses résidents. Eh bien, pour ce qui est de la première question, Monsieur le Président, j'ai déjà indiqué aux députés que je suis prêt à glaner les renseignements. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la lettre envoyée et une fois que je l'aurai vue, ça va me permettre de me mettre sur une piste quant à savoir les renseignements à trouver et savoir exactement quels sont les renseignements qui ont été donnés le 26 octobre 84 au cours de cette réunion bien précise parce que nous voudrons, comme je l'ai dit, nous assurer premièrement que les renseignements fournis sont exacts et s'ils ne le sont pas, on va l'indiquer. Et deuxièmement, pour ce qui est de la rectification ou correction de cette question, l'une des possibilités serait de continuer les efforts pour essayer de réduire le problème qui existe avec Toronto Refinery and Smelters. Et il le sera certes que l'approbation de ce programme a été faite donc cet été et certaines étaient conformément à des exigences du ministre de l'Environnement. Et étant donné toutes ces découvertes, il y aura donc du terrain, du sol qui sera retiré. Nouvelle question, le député de York, sur York. Non, ça m'a échappé. Oui. L'honorable député n'a pas de question? Oui, bon. Oui, merci, monsieur le député. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Simcoe Centre, donc. Une femme a dû abandonner la tutelle de 4 de ses enfants à la Société d'aide à l'enfance pour qu'ils puissent trouver une maison, un logement. Qu'est-ce qu'on va faire donc afin que les familles puissent trouver un logement et que les familles ne soient pas obligées d'abandonner leurs enfants pour trouver un logement? Je ne connais pas la question dont on parle ici, mais j'aimerais lui indiquer
que mon collègue, le ministre du Logement, a indiqué quelques semaines que 3 000 logements supplémentaires seraient offerts aux personnes qui se trouvent dans ce genre de circonstances. Et on va les offrir sous peu, le plus rapidement possible. Supplémentaires. Eh bien, je vois, Monsieur le Président, que cela arrange certes la situation de cette mère et de ses 4 enfants. Et j'aimerais indiquer qu'il y a 5 autres familles qui vivent la même situation. Et ces familles ont, elles aussi, été obligées d'abandonner leur ton. Et cela reçoit donc 4 millions de dollars en revenus supplémentaires pour cette année. Et en fait, il y a des mères qui sont obligées d'abandonner leurs enfants pendant ce temps. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur le Président, le député se souviendra que mon collègue, le ministre du Logement, a annoncé qu'il y avait 6 000 nouveaux logements l'année dernière. Et j'ai indiqué qu'il y aurait 3 000 logements supplémentaires. Et nous sommes en train de travailler avec beaucoup d'autres municipalités pour avoir des logements offerts en cas d'urgence, également des logements pour l'hiver. Mais cette situation ne sera pas réglée du jour au lendemain. Nouvelle question, le député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Celui-ci et son personnel ont pu parler récemment d'une question concernant les droits d'accès aux parents. Je demande si le procureur général pourrait nous indiquer pourquoi lui et le ministre des Affaires sociales refusent donc de traiter d'un organisme qui tienne compte des droits de visite, qui permet l'accès de visite. Et tant et si bien, maintenant, cette question est devenue une question de litige et les enfants en souffrent. Oui, le procureur, nous sommes en train de voir si nous pouvons implémenter, mettre en œuvre plutôt certaines méthodes afin de s'assurer pour voir s'il n'y a pas moyen de faciliter ces droits de visite et si ce n'est pas le cas, qu'on puisse organiser des façons plus appropriées lorsque ça ne fonctionne pas. Comme la députée le sait, ce n'est pas mon ministère qui finance le genre de programme dont elle a parlé. Député d'Ottawa Centre. Monsieur le Président, le procureur général propose un changement de la loi afin que la vie soit plus simple, plus facile pour les enfants dont la famille s'est effritée. Et dans le cas où il y a certaines litiges concernant les droits de visite, mais en même temps, il ne s'assure pas de travailler conjointement avec le ministre des Affaires sociales qui en fait menace de fermer ou de couper certains financements et que parfois on est obligé d'avoir recours aux organismes religieux pour obtenir cet argent. Je suis fort heureux de voir que l'honorable député se préoccupe de toutes ces questions juridiques que nous préparons et nous espérons qu'enfin on pourra réussir à faire quelque chose. Je reconnais qu'elle cherche à aider, mais comme elle sait, le ministre des Affaires sociales et moi-même discutons régulièrement de cette question. Nous sommes tous les deux fort conscients des groupes qui contribuent et qu'on devrait les aider, les appuyer, surtout pour ce qui est de la responsabilité fiscale. Et je suis contente de voir cette attitude auprès des députés. Nouvelle question. Député de Sarnia. S'adresse au ministre des Affaires municipales. J'en ai parlé déjà il y a une semaine pour ce qui est des problèmes des autres eaux dans les Grands Lacs, dans certaines régions. Ma question est la suivante. Étant donné que le rapport le plus récent, divulgué il y a quelques jours, a indiqué qu'encore une fois, il y avait des taux records pour ce qui est de la hauteur de l'eau, êtes-vous vraiment en train de collaborer avec vos ministres, avec vos collègues, afin qu'on trouve des fonds d'urgence pour aider les municipalités et les individus qui ont à traiter de ces niveaux d'eau très élevés? Monsieur le Président, je crois que la réponse que j'ai donnée au député de Sarnia il y a quelques semaines est toujours valable. Je suis en train d'œuvrer sur un programme à long terme
Et j'ai indiqué à mon collègue que nous avons prolongé le programme qui existe jusqu'à la fin mars 87. Maintenant, je ne peux pas contrôler les eaux, mais nous n'avons refusé à aucune municipalité ou aucune demande. En fait, à un comté, par exemple aussi, à des demandes de fonds et je ne connais aucune municipalité au comté qui s'est plaint auprès du ministère. Oui, merci. Supplémentaire, j'aimerais suggérer au ministre ici, mais municipalités ont des problèmes et beaucoup de municipalités ont été fort atteints de ces programmes et de ces hausses d'eau. Et dans une certaine municipalité que je représente, il y a une route, par exemple, qui sera assimilée et on ne peut plus du tout s'en servir. Et ce sont des hauts absolument historiques, des taux qu'on n'a jamais connus auparavant. Alors, ma question, qui s'adresse au ministre, est la suivante. Seriez-vous prêt à élaborer un nouveau programme qui va tenir compte, non pas du long terme, mais traiter de la crise que nous vivons en ce moment? Une solution offerte dans un an ou deux ne suffit pas, parce que c'est des gens qui ont des problèmes aujourd'hui qu'il faut traiter. Monsieur le Président, tout comme j'ai indiqué auparavant, le ministère n'a jamais refusé de demande jusqu'à présent. Et en ce moment, je discute avec le ministre des Richesses naturelles afin de trouver des solutions à long terme à ces problèmes. Mais j'indique, Monsieur le Président, encore une fois, qu'on n'a jamais refusé de demande faite par des municipalités, que ce soit pour des routes ou autre chose, quel que soit le cas. Donc, Monsieur le Président, mon cher collègue, je demande encore une fois à mon collègue de me fournir ces renseignements et je peux vous garantir que nous allons répondre promptement. Nouvelle question, le député de Hamilton West. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation concernant les finances de l'éducation. Vous saurez certes que les conseils publics de cette province ont à charge tous les programmes d'éducation permanente. C'est sûrement le cas, en tout cas, à Toronto. Et, par exemple, le Conseil public de Toronto et la vie même a plus d'étudiants adultes que non adultes. Et d'après le projet 30, les étudiants catholiques dans la région urbaine de Toronto ont maintenant des nouvelles demandes parce qu'ils doivent, par exemple, déclarer à quelle religion ils appartiennent et parfois, ils doivent payer plus cher pour certains cours au programme. Qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire concernant cette double discrimination à l'égard des étudiants adultes? Monsieur le Président, comme j'ai indiqué plusieurs fois auparavant, ce gouvernement appuie les possibilités pour ce qui est de l'éducation permanente. On en a déjà discuté, surtout pour ce qui est du projet de loi auquel il fait allusion. Et le système d'écoles séparées et publiques vont certes pouvoir offrir plus de programmes. On a offert plus de financement pour que ça puisse se faire. Et manifestement, on a indiqué dans le projet de loi 30 ou loi 30, avec l'appui du comité, que nous désirons avoir une politique de porte ouverte et que nous nous attendons à ce qu'il y ait discussion également et qu'on offre également des programmes au niveau secondaire. Et j'aimerais indiquer que nous aurons hâte de voir tout renseignement qu'il peut nous offrir afin que pendant cette période de transition, on peut certes tenir compte de ces objectifs supplémentaires. Le ministre se souviendra qu'au cours des dernières années, le gouvernement précédent a en fait réduit ce qui serait consacré à l'éducation permanente. Deuxièmement, les conseils scolaires n'ont pas le droit de demander des fonds pour certaines cours, par exemple anglais langue seconde ou cours d'alphabétisation, par exemple. Et
On demande donc on pose des questions concernant l'affiliation religieuse ou autre. Et en fin de compte, certains programmes sont financés qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Et je trouve que la religion d'une personne n'a rien à voir avec sa demande. Et c'est également ridicule de poser ce genre de questions. Est-ce que vous ne pouvez pas intervenir et peut-être tenir compte de certains coûts dont que ces conseils ont à effectuer? J'aimerais indiquer qu'au cours de ces derniers mois, on a essayé d'ouvrir plus de portes pour les conseils scolaires de cette région, surtout pour ce qui est de l'éducation permanente. Le ministre des universités, collèges et moi-même ont beaucoup fait pour certains programmes, par exemple, programme d'alphabétisation. Il y a eu certainement changement dans d'autres secteurs que nous pensons permettront d'avancer. Et certes, nous ne voulons pas voir un double emploi de certains aspects. Nous cherchons à voir l'harmonie entre ces conseils. C'est dans l'intérêt de tous. Et nous cherchons également à avoir une répartition équitable de la charge financière. Et je crois que peut-être le député a certains renseignements bien précis qu'il aimerait partager avec nous. Et je suis sûre qu'il aura cette occasion dans un très proche avenir et j'ai hâte de pouvoir voir ces renseignements. La période pour les